Parfait. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là. Merci au professeur Saint-Lary et puis à toute l'équipe, et en particulier à Véronique qui a organisé ce webinaire. Donc, ESPT, c'est une association d'élus locaux qui sont en charge de la santé. Alors, jusqu'à présent, c'est une association essentiellement d'élus de villes ou d'intercommunalité et qui va progressivement s'ouvrir à d'autres collectivités territoriales et organismes publics en charge de la santé. Alors, nous militons pour la territorialisation des politiques de santé publique et donc en partenariat évidemment avec l'État. Et à ce titre-là, nous organisons un certain nombre d'événements dans l'association, donc les webinaires sur la base d'un webinaire, à peu près une dizaine de webinaires par an, une journée nationale d'études, une newsletter et des partages d'expériences. Voilà. Donc l'essence. Alors, nous sommes évidemment une association d'élus euh, transpartisane, donc il n'y a pas de politique politicienne dans notre association. L'essentiel, c'est de pouvoir être à l'œuvre au niveau des collectivités territoriales et dans toutes les politiques de ces collectivités territoriales. Et comme vous savez, il y a un certain nombre de défis actuels, euh, au- au-delà de l'offre de soins, tous les défis sur la prévention et le développement de la santé et la lutte contre les inégalités sociales en santé. Voilà. Je ne vais pas dire plus loin. Peut-être qu'Étienne, tu peux mettre dans le chat notre plaquette pour ceux et celles qui veulent la consulter. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus à ESPT. Voilà, je te rends la parole, Véronique. Merci beaucoup Gilbert pour ces propos introductifs. Donc nous accueillons aujourd'hui le professeur Olivier Salary. Olivier est médecin généraliste exerçant à Poissy. Il est président du Collège national des généralistes enseignants. Il est professeur donc à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et Olivier est à l'origine de deux rapports même, Olivier. Enfin, il y en a un principal qui est donc, Olivier est co-auteur sur l'ajout d'une quatrième année au diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Olivier est aussi auteur de la maquette pour cette quatrième année d'internat de médecine générale, très impliqué, très associé à toutes les discussions, puisqu'on attend des décrets d'application. Ces décrets sont bien sûr très attendus, mais le rôle des collectivités, quand on a préparé ce webinaire, le constat est quand même de voir que beaucoup d'élus, enfin de collectivités territoriales, en tous les cas, ne sont pas, collectivités locales, n'ont pas forcément pris ou compris les enjeux de cette quatrième et l'opportunité aussi d'avoir donc des docteurs juniors en fonction bien sûr de son territoire, hein. Tout le monde ne pourra pas recevoir des docteurs juniors. Donc il y a un certain nombre de conditions que vous allez bien sûr nous rappeler, Olivier. Et comme je sais que vous êtes quand même beaucoup au ministère de la Santé en ce moment, peut-être que vous pourrez aussi nous faire bénéficier des dernières discussions qui ne sont pas encore rendues publiques. En tous les cas, un grand merci. Donc, on part pour un premier galop où vous allez pouvoir nous présenter donc tous les enjeux, les critères également d'attribution des stages, comment les choses vont se mettre en place, que doivent savoir les collectivités pour s'y préparer. Et puis ensuite, ça sera bien sûr un échange de questions-réponses et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions. Encore une fois, un grand merci Olivier parce que vraiment, vous êtes extrêmement pédagogue. Vous acceptez de partager pour que chacun puisse prendre la mesure de cette réforme. Et dans le contexte actuel, vraiment un grand merci de vous être rendu disponible. On vous écoute. C'est moi qui vous remercie de me permettre cet échange.
Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être que je dis un mot de présentation de ce qu'est le Collège national. Je ne sais pas si c'est clair Bien pour tout sûr, le monde. bien sûr, bien sûr. Donc le Collège national des généralistes enseignants, il fédère tous les universitaires de médecine générale. Et les universités de médecine générale, c'est à la fois des professeurs d'université, des maîtres de conférences, mais c'est aussi tous les maîtres de stage universitaires que j'imagine la grande majorité d'entre vous ont l'occasion de croiser sur leur territoire. Il y en a 14 000 qui aujourd'hui maillent le territoire en France et ça représente à peu près un quart de la population des médecins généralistes en exercice. Donc c'est ces médecins qui, en consultation, ont soit un externe, soit un interne avec eux qui forment pour accompagner dans leur installation future. Euh, alors donc on va parler pendant, donc si j'ai bien compris, j'ai une petite demi-heure, c'est ça? Puis après des échanges. Ok, j'ai essayé de tenir. Ou une grosse demi-heure, mais c'est vrai que le temps d'échange sera particulièrement important, mais le temps de présentation, où tout le monde pourra se rendre compte de la réalité de cette réforme est bien sûr important. Merci Olivier. Donc, je vais essayer de ne pas déborder pour que vraiment on ait ce temps d'échange, parce que je pense que c'est certainement le plus important. Vous dire que cette réforme, à mes yeux, c'est vraiment une immense opportunité, une immense opportunité pour la qualité de la formation des étudiants, euh, pour l'amélioration de l'accès aux soins, j'allais dire immédiate, mais en tout cas en 2026, donc qui va arriver assez rapidement, et surtout pour une amélioration un peu pérenne de l'accès aux soins, en espérant favoriser vraiment nettement les installations. Je vais y revenir tout à l'heure. Euh, alors cette réunion se serait tenue il y a 15 jours. Je pense que je m'en serais tenu à ce volet extrêmement enthousiaste de la réforme. Euh, bon, il se trouve que même s'ils n'ont pas été rendus officiels, les arbitrages se dessinent sur les modalités de mise en œuvre euh, et que ces modalités nous inquiètent. J'allais dire nous inquiètent un peu, mais en fait elles nous inquiètent beaucoup. Et donc je vous en dirai peut-être un mot pour voilà, vous faire part de pourquoi elles nous inquiètent et on espère voilà, que ces inquiétudes pourront être levées et j'espère voilà, on va réussir à trouver une manière de sortir de la situation un peu délicate dans laquelle on se trouve depuis une quinzaine de jours. Alors d'abord, on va aller sur le volet enthousiasmant de la réforme. Euh, Pourquoi cette réforme est potentiellement formidable? Parce que, euh, alors je vais peut-être pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est quand même un sujet qui est clé. C'est la question du contenu de formation pour les internes. Vous savez que le DES de médecine générale, donc le DES, c'est le diplôme d'études spécialisées. Les études de médecine sont composées de plusieurs phases. On va dire pour simplifier que le début, c'est l'externat, et puis la deuxième partie, c'est l'internat. L'internat, les jeunes médecins ont déjà choisi leur spécialité, et historiquement, la médecine générale était une spécialité euh, très peu enseignée en ville, qui avait été, de par l'historique du système de santé français, la création des CHU, alors qui ont d'énormes qualités et qui ont permis de développer de la recherche de pointe, mais qui ont euh, un petit peu oublié le volet ambulatoire, soins primaires dans la formation. Et donc, en fait, les futurs généralistes, pendant des années, n'étaient formés quasiment qu'à l'hôpital, ce qui expliquait en grande partie le faible taux d'installation parce qu'ils ne découvraient pas leur futur métier dans leurs études. Les choses ont progressivement changé et progressivement, on a aussi intégré le fait que la spécialité de médecine générale était une spécialité qui avait un contenu disciplinaire, des choses à apprendre pour les étudiants qui étaient extrêmement nombreuses, un domaine d'activité très vaste. Et plusieurs travaux ont attesté que finalement, en 3 ans d'études spécialisées, avec uniquement une année dans ces 3 ans qui se réalisaient au sein d'un cabinet de médecine générale, ben, les étudiants avec, il y avait des points sur lesquels ils se disaient pas prêts pour s'installer, notamment dans la prise en charge des patients euh, dans la durée qui devaient suivre, notamment les patients en infection longue durée, sur lesquels ils devaient suivre les gens pendant 6 mois, un an. En fait, avoir un seul stage de 6 mois, bah, ça leur permettait pas d'avoir cette vision un petit peu dans la durée de leurs patients. Et les patients qui relevaient aussi de polypathologies complexes, ben, un stage éparse comme ça, juste de 6 mois, c'était un point qui était identifié comme étant difficile de bien l'appréhender dans ce contexte-là.
Il y avait aussi des questions autour de la santé mentale qui étaient peut-être pas assez permises dans le cadre de la maquette précédente. Et puis il y a toutes les nouveautés qui arrivent, notamment la question de l'intégration d'intelligence artificielle dans les consultations, de comment les outiller. Et donc tous ces éléments font que euh, il a été estimé qu'il y avait un besoin de consolider la formation sur le plan pédagogique des étudiants. Et je veux dire, c'est quelque chose qui, pour le dire de manière un peu triviale, qui va vous paraître assez évidente si je vous dis que quand vous allez voir un cardiologue, vous êtes quand même plutôt rassuré que, il ait été formé à la cardiologie pendant au moins la moitié de son internat, voire plus. Quand vous allez voir un chirurgien, vous êtes assez content qu'il ait fait de la chirurgie pendant son internat. Ben, en fait, c'est la même logique qui prévaut pour la médecine générale. On est quand même assez content que les médecins généralistes aient été formés à leur futur métier. Et jusqu'à présent, pour des raisons encore une fois historiques, c'était pas vraiment le cas. Et ils avaient quelque part picoré des spécialités hospitalières, mais ce qui permettait pas de constituer un socle de connaissances vraiment adapté à ce que le médecin allait rencontrer sur le terrain. Donc il y a eu le constat que sur le plan pédagogique, il était nécessaire de faire évoluer ce DES et donc on a effectivement rendu deux rapports. Alors, je souhaite préciser que donc, j'étais un des co-auteurs du rapport, mais que c'est un rapport qui a été écrit, enfin deux rapports qui ont été écrits à quatre mains. Et l'enjeu, c'était d'embarquer différentes institutions dans ces rapports. Donc à mes côtés, il y avait le professeur Stéphane Oustric, qui représentait l'Ordre national des médecins. Il y avait le professeur Nanoufam, qui représentait la Conférence des doyens de médecine, et Mathilde Renker, qui était la présidente du syndicat des internes de médecine générale. Donc l'idée, c'était d'associer les internes, enfin une représentation d'internes, donc étudiants de médecine générale, des enseignants de médecine générale que je représentais, de l'Ordre des médecins et de la Conférence des doyens. Euh, donc ces deux rapports ont suggéré un certain nombre de pistes, on fait beaucoup de recommandations, et le rapport a été notamment suivi sur ce qui est de l'évolution de la maquette de stage du DES, qui a été publiée en 2023, et qui fait évoluer donc le DES avec plus de formations en ambulatoire, on va y revenir, plus de formations au sein des cabinets de médecine générale, mais aussi plus de flexibilité dans la maquette avec l'introduction d'un stage libre. C'était une demande très forte des étudiants en disant que ils avaient besoin de colorer leur formation en fonction de leur projet professionnel. La maquette en 3 ans était très contrainte parce que très courte, mais la maquette en 4 ans permet cette souplesse et cette coloration en lien avec le projet professionnel de l'interne. Donc globalement, sur le contenu pédagogique, bon, comme toujours, il y a des discussions, mais globalement, le consensus est très fort et on va dire que 95 ou 98% des acteurs concernés sont très en phase et, euh, et- et- et quasiment tous les acteurs rencontrés et auditionnés dans le cadre des rapports estiment que la qualité de la formation des futurs médecins généralistes va augmenter avec l'ajout de cette nouvelle année et qu'on va les retrouver plus compétents dans un certain nombre de domaines de suivi des patients. Donc ça, c'est le premier volet sur le volet pédagogique et le volet qualité des soins. Après, il y a aussi la question de l'accès aux soins. Et donc sur l'accès aux soins, comme je vous le disais, l'effet immédiat attendu, c'est qu'on va avoir donc une promotion d'interne de médecine générale, c'est à peu près 3600 internes. Et donc on va avoir 3600 docteurs juniors de médecine générale qui vont arriver dès novembre 2026 et qui vont être dispatchés dans l'ensemble des territoires français pour aller exercer en stage en tant que docteur junior, euh, très majoritairement dans les cabinets de médecine générale. Et donc ça va augmenter l'offre de soins parce que jusqu'à présent, ces docteurs juniors, une fois qu'ils avaient terminé leurs 3 ans de formation, la plupart du temps, ils n'arrivaient pas à valider leur thèse de médecine dans les 3 ans. On a plus de 80% des cohortes d'étudiants qui n'arrivaient pas à valider en 3 ans leur thèse. Et donc, n'ayant pas validé leur thèse, ils ne pouvaient pas s'installer. Et donc, ils étaient contraints de faire des remplacements. Et quand on fait des remplacements et qu'on n'a pas validé sa thèse, en général, on le remplace de manière euh, partielle, parce que il faut qu'en même temps, on termine son travail de thèse. Et l'offre de soins permise par ces remplacements est quantitativement inférieure à l'offre de soins, à la quantité d'offres qui pourra être offerte par les docteurs juniors qui vont plus exercer, plus encadrer et qui vont permettre de voir et de répondre aux besoins de plus de patients. Par ailleurs, leur répartition sur le territoire sera réfléchie en lien avec différents acteurs. Il y a des commissions de répartition des stages qui se réfléchissent entre les départements universitaires de médecine générale, les UFR, les doyens et les ARS. Et en général, dans ces commissions, il y a aussi
Alors ça peut varier un peu en fonction des commissions, mais tout l'écosystème local, notamment d'élus, notamment des URPS, des représentants étudiants qui sont présents et qui permettent d'ouvrir des terrains de stage euh, en fonction de la qualité pédagogique de ces terrains, mais aussi en fonction des besoins. Donc on espère que la distribution sur le territoire des terrains de stage de docteurs juniors soit voilà, la plus conforme possible aux besoins de santé. Euh, donc ça, c'est sur le volet offre de soins immédiate en 2026, enfin immédiate, dans un an, en novembre 2026. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur cet aspect, même si le contexte actuel fait que voilà, on a très besoin d'avoir des réponses immédiates à la demande. Mais l'enjeu de cette réforme, elle va bien au-delà. Je pense qu'elle est vraiment structurante pour l'avenir parce que on a de très nombreux travaux dans la littérature scientifique internationale qui nous montrent que les leviers finalement d'installation des médecins sont souvent à peu près les mêmes, quels que soient les pays concernés, et que parmi ces leviers, euh, le fait d'avoir réalisé un stage dans un territoire, quand on est étudiant, ben, c'est un levier absolument fondamental, parce que, pour le dire là aussi de manière très caricaturale, globalement, un étudiant en médecine, il y a peu de chances qu'il aille s'installer à un endroit qu'il ne connaît pas du tout. Et globalement, les gens vont s'installer là où ils ont déjà rencontré du monde, déjà rencontré les professionnels qui exercent, déjà eu l'opportunité de découvrir toute la richesse d'une ville ou d'un village, créer des liens humains avec, peu importe, des commerçants, des amis, qui on veut, des patients. Et donc, toujours est-il qu'on a pas mal d'enquêtes qui documentent le fait que avoir fait un stage, c'est vraiment un facteur majeur d'installation derrière. On a une enquête nationale qui a été faite avec l'Association des maires de France d'ailleurs, qui montre que en France, sur la période, je crois que c'est 2017-2020, je ne vais pas vous dire de bêtises de tête, mais sur les 36 000 communes de France, toutes les communes qui disposent au minimum d'un maître de stage chez elles ont une évolution de la démographie médicale dans les 3 années qui suivent qui est nettement plus favorable que celles qui ne disposent pas d'un maître de stage. Parce qu'il y a eu beaucoup plus d'installations dans les communes où il y a déjà un maître de stage et donc il y a déjà eu un externe ou un interne qui a pu découvrir le lieu et donc s'y installer plus facilement. Et voilà, enfin, après, il y a des tas de rapports, je ne sais pas si c'est la peine de revenir dans le détail, mais l'adresse qui documente ça, le HK, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, et tous les rapports sont très concordants pour dire que voilà, l'enjeu de la découverte d'un territoire dans le cadre de la formation, c'est un levier absolument majeur pour s'installer. Et donc, notre ambition, c'est vraiment qu'au travers de cette réforme, de très nombreux territoires puissent être découverts, beaucoup plus qu'avant, parce que, encore une fois, avant, je ne l'ai peut-être pas dit de manière assez claire, mais la formation jusqu'à présent d'un futur médecin généraliste, elle se faisait en majorité 2 ans à l'hôpital et 1 an sur le terrain dans des cabinets de médecine générale. L'ajout de cette quatrième année, elle va changer la donne, elle va faire passer à du 50-50, il va toujours y avoir globalement 2 années passées à l'hôpital, et c'est loin d'être inutile hein, qu'un médecin généraliste fasse 6 mois aux urgences, on passe en pédiatrie ou en santé de la femme, c'est tout à fait cohérent dans son parcours. Mais après, encore une fois, il faut qu'il soit formé euh, à la spécificité de son métier. Et donc, avec la réforme, il va passer 2 ans à l'hôpital et 2 ans en cabinet de ville. Alors, quand je dis cabinet, c'est un raccourci, mais qui inclut les maisons de santé, les centres de santé, les cabinets libéraux classiques et toutes les formes d'exercice possibles et imaginables. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on double le nombre de stages réalisés dans les territoires en cabinet et en doublant le nombre de stages, en passant de 2 stages de 6 mois à 4 stages de 6 mois, dont on espère que les 2 derniers stages vont souvent donner lieu en réalité à un stage d'1 an, parce qu'il y aura un système qui permettra de faciliter la reconduction tacite de ce stage quand le stage se passe bien, pour vraiment faciliter l'ancrage et l'installation. On a toutes les raisons de penser que ça va être un levier très fort pour favoriser le fait que l'interne s'installe à ce moment-là. Alors, si vous le souhaitez, pour pas trop déborder, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des modalités de choix de stage, mais je vais vous dire en 2 mots qu'elles diffèrent sur l'année de docteur junior par rapport aux années précédentes. Sur les années précédentes, globalement, l'interne choisissait en fonction de son rang de classement à l'ECN, donc le concours qui permet de déterminer la spécialité et le lieu. Et ce rang de classement le suivait tout au long de son parcours et lui faisait choisir les stages en fonction de ça. Sur la dernière année, donc l'année de docteur junior là, qui s'ajoute,
La logique s'inverse un peu, et en fait, c'est le projet professionnel qui va le guider. Et donc, on va mettre en place ce qui s'appelle un big matching, un grand appariement, dans lequel on va demander à l'interne de classer, alors là aussi pour le dire de manière un peu triviale, c'est une sorte de Tinder des choix de stage entre le docteur junior qui va classer les stages qu'il préfère et qui correspondent le plus à son projet professionnel, et les maîtres de stage qui vont accueillir, enfin qui vont classer les demandes en fonction de leurs préférences pour l'interne à venir. Et grâce à un système un tout petit peu subtil et complexe d'appariement, on va apparier tous les docteurs juniors avec tous les terrains de stage. Euh, et je vois la question dans le chat et je vais en profiter pour y répondre tout de suite. Ce que va avoir de particulier ce stage, donc ces deux stages de 6 mois, donc ce stage d'un an de docteur junior, c'est qu'il va vraiment mettre en avant la question de l'ancrage territorial et du travail collaboratif avec toutes les structures de terrain, notamment les PMI, notamment les EHPAD, notamment les CPTS, notamment la coordination des maisons de santé. Et peut-être aussi en lien, donc on pourra discuter avec les élus locaux. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'ancrer le docteur junior dans un écosystème qu'il en maîtrise le plus d'aspects possible dans le cadre de cette formation et qu'il participe à 3 journées complètes de soins où il est au sein du cabinet, où il soigne de manière, enfin, en maison de santé, en centre de santé, en cabinet libéral, qui soigne voilà, les patients qui en ont besoin et qu'il ait aussi une journée par semaine qui soit dédié à une action territoriale de santé publique et qui puisse aller en EHPAD, découvrir comment les choses fonctionnent avec le coordinateur, éventuellement soigner, qui puisse aller en PMI, qui puisse aller en XAPA, qui puisse aller dans toutes les actions qui sont portées sur le plan territorial, qui les découvre, qui rencontre les acteurs de la CPTS, qui voit voilà, comment elle est organisée, comment il peut s'y insérer plus tard quand il va s'installer. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de les implémenter pleinement dans l'écosystème qui existe voilà, sur le plan territorial. Voilà, donc je vois que j'ai passé déjà 20 minutes, donc je vais essayer de vous décrire le volet euh, euh, très enthousiasmant. Alors après, il faut rentrer un peu dans les détails pratiques et organisation concrète de comment tout ça pourrait être mis en œuvre et budgétisé. Donc, dans le cadre des rapports qui nous avaient été confiés, on a fait un certain nombre de propositions. Euh, dans nos propositions, l'ambition, c'est qu'en fait la réforme soit pour partie, et même pour une grande partie, autofinancée par les actes générés par les docteurs juniors. En fait, ils vont réaliser un certain nombre de consultations et ça, notre ambition, enfin, notre proposition, c'était que ces actes-là, finalement, ils permettent un financement de la réforme en ventilant la distribution des actes sur les différents acteurs concernés. Et donc, bah, pour le dire de manière là aussi très simple et peut-être un peu caricaturale, bah, il y a 3 acteurs concernés. Il y a évidemment le docteur junior qui doit récupérer une partie des actes qu'il génère et être payé voilà, convenablement et probablement un peu mieux qu'en interne parce que sa responsabilité augmente en tant que docteur junior. Et puis c'est des gens qui avant ça étaient remplaçants et donc qui avaient un certain niveau de vie. Donc c'est complexe de leur demander de rétro-pédaler trop fortement là-dessus. Euh, donc ça, c'est une partie de l'argent généré par les consultations qui permettait de financer les docteurs juniors. Une partie qui permet de financer la structure. Donc quand on met à disposition un cabinet, une salle de consultation, bah, voilà, ça a un coût. Il faut mettre à disposition un temps de secrétariat, un logiciel métier, un système de prise de rendez-vous. Enfin bref, tous les éléments que enfin, je pense qu'il y a quelques médecins dans l'assistance connaissent par cœur. Donc voilà, donc il y a une partie qui permet d'indemniser ces charges et une partie qui permet d'indemniser le maître de stage qui va avoir la responsabilité d'encadrer le docteur junior et qui doit pouvoir se rendre disponible en cas de difficulté, qui a une forme de responsabilité, même si elle est partagée avec le docteur junior en cas de problème dans une prise en charge d'un patient, et qui a voilà, un volet aussi pédagogique d'accompagnement et de revoir un certain nombre de situations cliniques qui ont été vécues dans la journée bah, pour faire progresser le docteur junior et amener à ce que cette année soit vraiment une année qui amène une plus-value en termes de pédagogie. Voilà, donc on avait proposé un modèle, enfin, à 2 reprises dans le cadre des rapports. Euh, et c'est là où j'en viens sur les 5 dernières minutes aux inquiétudes majeures qui nous gagnent. C'est que pour l'heure, alors effectivement, je- j'ai l'opportunité
de rencontrer à de nombreuses reprises les acteurs du ministère concernés par la réforme. Voilà, je pense que personne ici n'est sans savoir les difficultés budgétaires de l'État. Et donc, bah, la réforme n'échappe pas aux contraintes que tout le monde connaît dans d'autres, enfin, voilà, pour d'autres éléments. Et pour le dire de manière là aussi très directe, euh, dans le cadre du rapport, on a fait estimer le coût des charges du loyer, de la mise à disposition du secrétariat, de tous ces éléments. Globalement, dans ce qui est proposé dans le modèle économique là, qui est pas encore sorti officiellement, qui n'est pas encore publié, et autant j'ai toujours milité pour qu'il soit publié très rapidement, autant là je mets un peu d'eau dans mon vin. Le modèle économique proposé voilà, permet pas du tout de les compenser. Donc ce qui entraîne un transfert de charges sur le maître de stage. Et évidemment, les maîtres de stage, on va avoir besoin d'en recruter énormément, parce qu'on va avoir 3400 docteurs juniors qui vont arriver, donc il faut recruter 3400 maîtres de stage. Donc j'ai toujours été d'un naturel très optimiste et on travaille beaucoup depuis 2 ans pour qu'on puisse réussir à recruter tous les maîtres de stage pour que les docteurs juniors aient bien un terrain de stage ambulatoire dans les territoires. Voilà, quand on a commencé à les sonder et leur faire part des arbitrages qui se préfiguraient, euh, la douche a été très froide. Et évidemment, les maîtres de stage me disent, bah, nous, on ne peut pas accueillir un docteur junior dans un modèle économique où on va perdre de l'argent. Euh, et euh, alors, là où ça peut vous concerner directement, c'est que, évidemment, un des discours de l'État est de dire, bah, voilà, il peut y avoir un transfert de charges vers les collectivités que peut-être qu'il y a une partie de ce qui aujourd'hui euh, n'est pas permis par les finances de l'État, qui pourrait trouver une solution localement. Je vous avoue que j'ai quelques doutes sur cette option, mais après, moi, je suis à votre écoute et j'espère me tromper. Mais je pense que ça va être complexe de mobiliser des médecins pour qu'ils deviennent maîtres de stage, si par ailleurs, dans le paquet qu'on leur propose, on leur demande bah, de devenir maître de stage et d'aller voir leur collectivité pour réussir à trouver ce qui manque pour réussir à être à l'équilibre ou légèrement bénéficiaire. Donc voilà, donc on a un vrai sujet. Donc alors voilà, je vais pas m'en cacher parce que voilà, évidemment l'État souhaite qu'on accompagne complètement la réforme et qu'on la promeuve. Il nous semble difficile de l'endosser et de ne pas tout faire pour alerter le risque d'impasse si jamais on n'arrive pas à faire évoluer les choses. Donc moi je suis extrêmement preneur de euh, votre expertise sur la, la- voilà, peut-être la manière dont vous avez plus l'habitude que moi de négocier les questions de financement avec l'État. Je vous avoue que voilà, on a un gros point d'interrogation pour l'heure là-dessus, il y a une petite crispation sur les discussions et enfin voilà, moi je le regrette vraiment très profondément parce que je pense que c'est une réforme qui est vraiment structurelle pour l'accès aux soins pour le pays et pour la qualité de la formation que évidemment j'entends les difficultés budgétaires au niveau du pays et que évidemment qu'on ne veut pas être complètement hors sol voilà, et que chacun doit prendre sa part, mais que voilà, demander à des médecins bah, d'entrer dans un modèle économique dans lequel ils ont la conviction qu'ils vont perdre de l'argent, bah, moi, j'ai la conviction que ça ne marchera pas. Voilà. Donc, euh, voilà, donc les rencontres sont extrêmement nombreuses hein, et riches avec les pouvoirs publics, enfin l'État et le ministère de la Santé. Et puis là, on va tenter Bercy, Matignon, tout ça, pour voir ce qui est possible, parce que c'est des arbitrages qui ne se sont pas pris uniquement au niveau santé, mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup vous revoir d'ici un mois et pouvoir vous présenter avec enthousiasme le fait que les arbitrages ont été revus et que du coup les craintes voilà, se dissipent et que vraiment la réforme va être un super succès et permettre une amélioration de l'accès aux soins. Aujourd'hui, j'ai quelques inquiétudes, mais voilà, on est peut-être là aussi pour les discuter ensemble et voir voilà, moi, je suis preneur de toutes les idées et toutes les pistes de discussion. J'aimerais juste que la réforme aboutisse. Voilà, j'espère avoir tenu à peu près les 30 minutes et voilà, je suis surtout à votre disposition pour échanger.
Euh, Merci beaucoup, Olivier. Je vois déjà pas mal de questions dans le chat. Juste pour compléter les conditions et bien sûr laisser la parole à ceux qui ont déjà posé des questions, vous pourrez les poser directement en ouvrant votre micro, en levant la main juste pour faire tourner les questions. Euh, Olivier, il est important aussi que parmi les conditions qui doivent être réunies, sur tout ce qui est rémunération, etc., mais il y a aussi donc les conditions, bien sûr, d'accès au secrétariat si besoin, mais aussi d'avoir un cabinet. Donc, ça veut dire, est-ce que ce cabinet devra être impérativement dans la MSP, dans le centre municipal de santé, aussi comment la rémunération au centre municipal de santé, aussi peut-être évoquer ce sujet-là. Et ce cabinet, est-ce qu'il peut être euh, en dehors du cabinet médical? Est-ce que le docteur junior peut être seul? On entend aussi que peut-être favoriser deux stages, deux postes, donc deux stages de docteur junior dans un même endroit. Est-ce que, voilà, juste aussi sur ces petits, enfin petits, mais qui ont aussi leur importance pour les collectivités aussi dans la manière dont elles pourront. Et puis, on va avoir bientôt le prochain zonage médecin. On sait que tous les territoires, pas parce que vous avez un MSU, que pour autant, il faut aussi que ce soit des territoires qui soient un peu plus en besoin pour améliorer l'accès aux soins. Donc, ce bid matching risque d'être néanmoins un peu complexe. Voilà, juste ces tout petits éléments complémentaires avant de donner la parole à déjà tous les intervenants qui ont posé des questions. Ouais. Donc sur le volet locaux, enfin mettre à disposition un local pour les docteurs juniors, ça c'est vraiment un point qui est anticipé depuis un certain temps, que voilà, la réforme est en train de se mettre en place et effectivement on a beaucoup mobilisé les maîtres de stage et les directeurs de département universitaire de médecine générale, les coordinateurs de collège, pour que ils puissent informer tous les maîtres de stage de l'enjeu de se positionner là-dessus. Donc il y en a un certain nombre hein, qui ont commencé à envisager ça. Il y en a un certain nombre, j'imagine, qui ont contacté aussi, enfin j'imagine, j'en suis certain, qui ont aussi contacté leurs élus, leurs collectivités pour voir ce qui est possible de ce point de vue-là. Euh, je, je- je pense que ça peut peut-être faire partie des pistes de négociation avec le ministère à l'heure actuelle, parce que il y a quand même, on a des retours très enthousiastes hein, de confrères qui ont réussi à être soutenus par une municipalité, une communauté d'agglo, un département, une région, et qui ont pu mettre à disposition, enfin qui ont pu aider à mettre à disposition un local. Et je pense typiquement que on pourrait réfléchir à un modèle économique dans lequel, ben, quand il y a eu un soutien sur fonds publics de mise à disposition d'un local, qu'à ce moment-là, effectivement, le- l'aide État, entre guillemets, sur le volet charges mise à disposition du loyer et tout ça, ben, soit revue à la baisse, parce qu'il y a déjà eu cette aide-là une première fois. Et donc, ça fait partie des éléments sur lesquels on peut peut-être voilà, rester à enveloppe relativement constante. Toujours est-il que notre sujet et notre inquiétude, c'est que bah, finalement, on passe d'un modèle dans lequel euh, il y a des éléments d'accompagnement qui sont extrêmement positifs, mais qui sont euh, concernent une minorité de terrains de stage, à finalement un modèle tel qu'il est imaginé, où on n'aurait pas d'autre option pour que le cadre budgétaire soit tenu, qu'il y ait un soutien dans le cadre d'acquisition de locaux, ou, voilà, parce que sinon bah, le maître de stage serait obligé d'être déficitaire et ça tient, enfin, ça marcherait pas. Donc ça, c'est un point important de discussion. Le deuxième point, c'est par rapport aux centres de santé. Oui, bien sûr, la réforme intègre les centres de santé, alors qu'ils soient municipaux, mutualistes ou peu importe, voilà. Mais oui, oui, et les centres de santé sont associés à la réflexion là-dessus. Euh, il y avait eu dans le rendu du premier rapport les centres de santé qui n'étaient pas tout à fait en phase sur le modèle qui était proposé, sur le fait que le docteur junior soit intéressé à son activité dans le cadre de la rémunération, parce que le modèle économique des centres de santé, c'est un modèle vraiment de salariat sur lequel finalement la quantité d'actes n'intervient pas.
Et c'est un point sur lequel, enfin, c'est une de leurs valeurs auxquelles ils sont très attachés. Donc ça les mettait en difficulté que le docteur junior soit dans un modèle économique différent du leur. Donc on a pu revoir un peu les choses et dans le modèle proposé, enfin les représentants des centres de santé vraiment s'y retrouvent. Après par contre ils s'y retrouvent pas sur les montants. Enfin, ils nous disent clairement, enfin, les charges afférentes aux centres de santé sont même un peu supérieures aux charges des cabinets libéraux ou des maisons de santé parce que c'est un exercice coordonné dans lequel bah, il y a un certain nombre de professionnels à financer. Et donc les charges sont en moyenne un peu plus élevées par médecin. Et là, le montant proposé ben, les rendrait encore plus déficitaires que ce qu'ils ne sont. Et donc, voilà, comment dire, ils adhèrent complètement au modèle, mais enfin, ils font part de leur impossibilité à mettre ça en place dans le cadre proposé là. Et après, sur la question du zonage, alors j'en ai pas parlé, mais c'est un point important. Donc nous, chaque année, le Collège national fait une enquête sur d'une part pour identifier le nombre de maîtres de stage des universités et voir leur évolution en termes d'effectifs. Et donc là, la progression est vraiment très importante ces dernières années. Enfin, on l'a rappelé dans le rapport, mais on a progressé de plus de 50% en moins de 10 ans. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique très forte de croissance du nombre de maîtres de stage. Et on étudie aussi leur répartition sur le territoire. Et on travaille notamment avec la DGOS et avec la santé là-dessus. La répartition sur le territoire est euh, je pense, alors j'ai un petit lien d'intérêt en vous disant ça, mais extrêmement intéressante parce que ils sont plus de 85% à être installés en zone sous-dense. Quand je vous dis zone sous-dense, j'inclus les ZIP et les ZAC. Donc en gros, c'est à peu près 35% en ZIP et 50% en ZAC. Et donc ce qui permet un maillage du territoire très intéressant. Euh, alors ça, c'est aussi un point. Pour en revenir au modèle proposé, dans le modèle, qui est pour l'instant celui que propose le ministère, il y a une prime très forte qui est donnée aux ZIP pour les maîtres de stage, ce qui rendrait le modèle à peu près viable pour les médecins installés en ZIP. Euh, mais le problème, comme je vous le disais, c'est qu'on a 35% des maîtres de stage qui sont installés en ZIP. Donc 35% des maîtres de stage, ben, on ne fait pas tenir les 3400, 3500 docteurs juniors. Donc là aussi, une des pistes de discussion et de négociation que j'espère qu'on arrivera à ouvrir, bah, c'est d'élargir la prime, alors quitte à la baisser un peu, hein, mais aux ZIP et aux ZAC, parce qu'à ce moment-là, on intègre, au lieu d'être à 35%, on est à 85%, et donc à ce moment-là, bon, ce sera pas simple, mais c'est quand même beaucoup plus faisable de faire tenir tous les docteurs juniors si on arrive à avoir un modèle économique viable pour les ZIP et les ZAC, enfin pour les médecins exerçant en ZIP et en ZAC. Donc pour l'instant, on est sur une prime exclusivement aux ZIP, et ce qui nous met en difficulté. Très bien, merci Je sais beaucoup. pas si Non, non, très bien, très bien. Donc, mais enfin, c'est pas un partage de cabinet, hein, le docteur Ah junior. pardon, oui, j'ai pas répondu à ce point-là. Sur la question cabinet secondaire et voilà, Ouais. euh, c'est un petit peu une zone grise parce que dans les négociations qui ont eu lieu avant que le texte, donc la quatrième année a été publiée dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale de 2023 euh, et euh, évidemment, ça a été négocié avec tous les partis, et notamment les syndicats d'internes, enfin d'étudiants en médecine, et ils avaient un point absolument rouge, non négociable, qui était le fait qu'ils ne voulaient jamais être laissés seuls avec leur panique d'être mis dans des préfabriqués tout seuls. Voilà. Et donc, ils ont fait inscrire dans la loi que leur lieu d'exercice se ferait systématiquement avec un médecin diplômé thésé. Voilà. Après, le texte est volontairement un peu flou, notamment vis-à-vis de la question des cabinets secondaires. Ce qui est sûr, qui est complètement exclu, c'est que le docteur junior se retrouve tout seul dans un cabinet dans lequel il n'y aurait pas de médecin autre. Et voilà, ça c'est vraiment c'est hors la loi au sens strict du terme. Par contre, euh, un cabinet de médecins généralistes qui est maître de stage et qui a une annexe cabinet secondaire à proximité dans lequel le médecin peut être contacté et se rendre sur place dans un délai très raisonnable, mais très court, bah, il y a une petite zone grise dans le texte de loi et évidemment les internes n'y sont pas très favorables parce qu'ils ont besoin de se sentir très sécurisés et ils souhaitent que dans les murs, le médecin exerce. Euh,
les médecins estiment que d'un point de vue pragmatique, ça serait plus simple si on pouvait permettre l'ouverture de ces cabinets secondaires pour que, je sais pas, moi, à 2 minutes de là où exerce le médecin, il y a le docteur junior qui soit dans un autre bâtiment, mais voilà, en extrême proximité. Bon, mais ils estiment que ça pourrait être une solution qui faciliterait voilà, un certain nombre de situations et d'ouverture de terrains de stage. Euh, voilà, pour l'instant, compte tenu des difficultés multiples autres, la zone grise est restée grise et il n'y a pas, voilà, il y a pas d'arbitrage très clair sur ce point-là. Merci beaucoup pour ces éléments. Il y a des questions dans le chat. Qui veut les poser oralement? Alexandra, est-ce que tu veux commencer? Je pensais plutôt donner la parole aux autres personnes, mais bon, écoute, je vais commencer. Merci beaucoup, Olivier Salary. C'était vraiment tout à fait passionnant et évidemment, on partage vos interrogations sur la période qui s'ouvre maintenant, qui est une période où on rentre dans le dur, parce qu'il va falloir trouver l'argent pour payer tout ça. Donc, vous avez évoqué le transfert de charges du gouvernement, enfin, qui évoque en disant en gros, c'est les collectivités territoriales qui doivent prendre le relais aussi. Voilà, moi je suis toujours étonnée par cette dualité qu'on oppose entre l'État et les collectivités territoriales, parce que dans les deux cas, ce sont nos impôts, c'est de l'argent public. Et donc, je trouve un peu effrayant, je dirais vraiment, de la part des tutelles administratives, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, vraiment élue locale et que j'ai été dans les deux camps, entre guillemets, je trouve cette caricature de deux mondes différents qui seraient les uns riches et les autres qui ont plus d'argent absurde. Parce que les collectivités territoriales, elles n'ont plus d'argent non plus. Elles ne vivent que comment ce qu'on appelle, enfin des subsides aussi, des impôts. Hein. Voilà. Et il y a une énorme péréquation, vous le savez très bien, entre les départements riches, les départements pauvres, etc. Donc il y a des mécanismes de fiscalité qui, de toute façon, aujourd'hui, font que les collectivités territoriales, elles sont à l'os. Donc, ce discours de l'État de dire on transfère aux collectivités, pour moi, il est totalement dépassé. Et c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut aborder le sujet. En revanche, qu'il y ait un vrai travail partenarial de l'État avec les collectivités territoriales sur la base d'un projet de santé locale avec une identification partagée des besoins, où on se dit ben, finalement on a tous intérêt à avoir des jeunes médecins qui s'installent dans notre territoire et on prend notre part dans notre champ de compétences et on y met les moyens, c'est ça la bonne méthode. Et je pense que la révolution, entre guillemets, culturelle, hein, presque, qu'il faut avoir, et c'est pour ça que c'est intéressant que SPT s'en empare, notre association, c'est que c'est cette culture qu'il faut changer, de relation entre l'État et les collectivités territoriales. Dans les deux sens, c'est-à-dire que l'État ne doit plus prendre les collectivités territoriales comme des vaches à lait, je caricature exprès les choses, et nous, collectivités territoriales, on ne doit pas non plus considérer que l'État, c'est l'ennemi, ils ne connaissent rien, c'est des fonctionnaires, ils ne travaillent pas. Enfin bon, vous voyez très bien le discours qu'on peut entendre dans ces trucs-là. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, je pense qu'il faut repartir sur les besoins de santé d'un territoire. Donc, ça veut dire que il faut vraiment travailler sur les données de santé partagées et acculturer petit à petit les élus à cette rigueur méthodologique, hein, parce que quand on dit on ferme une maternité, c'est pas juste pour embêter les mères, hein, c'est parce qu'on a quelquefois des très bons arguments pour dire qu'une maternité qui ne fait pas d'accouchement, bah, elle est plus dangereuse que une maternité qui en fait beaucoup plus. Donc voilà, peut-être acculturer aussi les élus à la santé publique, et c'est pour ça que nous on est plutôt dans cette logique-là. Et je pense pour les docteurs juniors, la vraie manière d'avancer, c'est de se mettre d'accord sur un projet territorial de santé, de mettre autour de la table les parties prenantes et de laisser les acteurs locaux finalement déterminer ensemble ce qui est le mieux. Et c'est là où l'État ne sait pas très bien faire parce qu'il faut déconcentrer les budgets, il faut déconcentrer les décisions. Voilà. Je suis un peu longue, mais excusez-moi, ça me tient à cœur. C'est un peu mon cheval de bataille à ESPT. Voilà. Merci Alexandra. Je vois Christelle Philippe de Deauville qui a levé la main. Allez-y Christelle, je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, je suis adjointe au maire, conseillère communautaire, référente santé et par ailleurs vice-présidente du conseil territorial de santé du Calvados. Donc, dans les membres de mon conseil territorial, eh bien, j'ai effectivement, on a déjà présenté avec le docteur Imbert de la faculté de Caen le projet d'installation des médecins juniors. Et pour mener un contrat local de santé sur mon territoire, effectivement, je suis allée à la rencontre
des maîtres de stage qui, bien sûr, allaient être embarqués dans cette histoire. Et ils m'ont tout de suite interpellée sur le manque de bureaux. Et moi, de mon côté, par rapport à notre contrat local de santé, on est assez surpris par le manque de temps pour les médecins généralistes d'aller au domicile des patients. C'est plus du tout une habitude. Et moi, tout de suite, la proposition que j'ai faite au maître de stage, c'est de lui dire qu'étant donné qu'il n'allait plus à domicile, c'était prendre l'opportunité d'avoir ce stagiaire, de partager un bureau avec ce stagiaire et de profiter de sa présence dans la maison médicale pour pouvoir aller faire des visites à domicile. Et d'un autre côté, le fait que le stagiaire ne veuille pas se retrouver tout seul sans son maître de stage, ça m'interpelle sur les remplacements qu'ils font avant, enfin, ou qu'ils faisaient jusqu'à présent, où ils se retrouvaient de toute façon seuls sans le maître de stage. Et donc, il y a, à mon sens, une incohérence. D'autre part, je voudrais rajouter aussi, tant que j'ai la parole, qu'aujourd'hui, on demandait à ces futurs étudiants de se constituer une file active de patients pour pouvoir les suivre sur l'année. Mais avec la problématique de zonage des médecins généralistes maintenant, on sait que peut-être ces étudiants ne pourront plus rester sur les territoires où ils ont fait leur stage puisqu'ils devront s'installer dans des déserts médicaux. Donc voilà, c'est un peu toute cette ambivalence qui m'interpelle et que je voulais partager avec vous. Voilà, merci. Merci à vous. Euh, alors, tout d'abord, vous proposez de saluer Xavier Imbert quand vous le recroiserez, voilà, de ma part. Et vous demandez peut-être quand vous l'avez rencontré, parce que je pense que le discours qu'il a pu vous tenir, si c'était il y a plus de 15 jours, était probablement beaucoup plus enthousiaste que celui qui vous tiendrait aujourd'hui, parce que effectivement, il fait partie des gens voilà, qui suivent évidemment les évolutions au jour le jour et qui est particulièrement inquiet aussi. Euh, alors, par rapport au point que vous avez soulevé, euh, sur les visites au domicile, je vous rejoins parfaitement. Ça fait partie des éléments qui doivent aussi être permis par cette réforme, parce que finalement, on va un peu soulager certains médecins d'une surcharge aussi au cabinet, et donc il va peut-être libérer un peu de temps. Après, il ne faut pas non plus idéaliser, et le ministre avait fait une sortie peut-être un peu excessive en disant, bon, bah, là aussi je caricature volontairement à trait, mais voilà, si le docteur junior est au cabinet, le maître de stage peut aller en visite. euh, voilà, il ne faut pas non plus imaginer qu'on va... Enfin, il n'y a pas lieu de créer de la demande induite de visite à domicile pour des patients qui n'en auraient pas besoin, mais par contre, bien sûr, enfin, je veux dire, dans une forme de clientélisme où le médecin se rendrait au domicile comme il le faisait dans les années 70 parce que c'est plus confortable pour les patients, tout ça. Enfin, je pense que voilà, mon jeu n'est pas du tout celui-là. Mais pour autant, oui, il y a des patients euh, qui ne peuvent pas se rendre au cabinet des médecins pour des questions de mobilité ou de troubles cognitifs ou de ce qu'on veut, qui ne peuvent pas être accompagnés. Et la réforme doit permettre de libérer du temps. Et pour pouvoir aller les voir, ça ne réglera pas, loin de là, entièrement la question des locaux, mais ça peut y contribuer à hauteur peut-être, je sais pas, d'une demi-journée par semaine, chose comme ça, qui serait réouverte sur cette pratique-là et qui, voilà, et qui aurait vocation à être très utile. Donc oui, il y a des choses à creuser sur le volet visite à domicile et je vous rejoins parfaitement. Après, sur le volet remplacement, euh, je n'identifie pas toutes les personnes autour de la table et cette réunion étant enregistrée, je vais essayer de le dire avec beaucoup de modération. Mais voilà, le Collège national généraliste enseignant essaye plutôt de pousser les pouvoirs publics à une forme de cohérence vis-à-vis des remplacements. Et moi, je vous rejoins assez sur le fait que c'est complexe de à la fois demander un encadrement quotidien, quasi permanent, quand on est docteur junior, parce que cette année doit s'inscrire dans une cadre d'une année de formation, et en même temps demander à ce que la licence de remplacement, qui par ailleurs, voilà, pour se le dire en toute transparence, est quand même un levier d'attractivité économique, soit demandée très rapidement, et que les textes permettent qu'elle le soit
peut-être à mon sens, et c'est qu'un avis voilà, personnel partagé par un certain nombre d'enseignants, peut-être un peu trop précocement dans le cursus, et que à un moment, voilà, il faut faire un choix de cohérence, et que si on souhaite être considéré comme ayant besoin d'encadrement et d'être formé, ben, voilà, ça veut dire qu'à un moment, l'autonomie dont on dispose quand on est remplaçant, ben, elle est acquise euh, pas trop précocement dans le cadre des études, quoi. Voilà, sinon, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais, euh, mais vous imaginez que c'est un point qui est un point de crispation très fort dans le syndicat, enfin, parmi les syndicats internes, ben, parce que voilà, ça entraînerait une perte économique pour les internes et que voilà, dans un contexte où il y a beaucoup de réformes, beaucoup de tout ça, le gouvernement a fait le choix probablement assez sage de ne pas mettre tous ces éléments en même temps sur la table et qui sera peut-être vu dans un deuxième temps. Ah, je Merci sais pas beaucoup. dire plus dans la Il y a, question. alors, Emmanuel Courbet, Courbet, je ne sais pas si on prononce le Z, est-ce que vous voulez prendre la parole par rapport à ce que les MSU devront avoir acquis pardon, dans leur ancienneté ou antériorité de formation de maître de stage universitaire? Emmanuel, on vous donne la parole. Oui, bonjour, hein, merci beaucoup. Oui, je voudrais savoir si vous avez des informations sur la formation vont devoir suivre, pas devoir suivre vont devoir suivre les futurs maîtres de stage, puisque bon, du coup, je suppose que ça sera des maîtres de stage universitaires qui accueillent déjà des internes, mais est-ce qu'ils vont devoir faire une formation complémentaire et surtout, combien de temps elle pourrait durer et s'il est prévu qu'elle soit indemnisé. Oui, alors merci beaucoup. Merci. C'est une question très importante. Donc, le Collège national travaille sur cette formation beaucoup en ce moment. L'enjeu, c'est à la fois son accessibilité, sa facilité, enfin, voilà, qu'elle soit facile d'accès, euh, voilà, qu'elle soit pas un frein à devenir maître de stage, en même temps qu'elle apporte le contenu nécessaire à ce que l'accompagnement se passe le mieux possible. Donc, pour l'instant, il y a deux modalités d'entrée pour devenir maître de stage de docteur junior. La première modalité, qui est celle qu'on souhaite vraiment privilégier, et c'est celle que vous avez évoquée, c'est pour des maîtres de stage déjà aguerris, qui sont déjà maîtres de stage, notamment d'interne, et pour qui on va proposer une formation qui sera uniquement sur une journée en distanciel. Et donc, qui soit vraiment le format minimum pour voilà, se mettre à jour sur les éléments à connaître pour accueillir un docteur junior. Et oui, elle sera indemnisée dans le cadre du DPC. Voilà. Après, l'autre modèle, c'est pour les maîtres de stage qui euh, n'auraient pas, qui n'accueilleraient pas pour l'heure d'interne ou d'externe, enfin, qui n'auraient aucune, voilà, aucune approche jusqu'à présent de l'accompagnement d'étudiants en santé, enfin en médecine. Et là, à ce moment-là, bah, on- on est de toute façon tenu par les textes réglementaires qui demandent de faire une formation à la maîtrise de stage initiale. Et donc ça, c'est un format qui est de 2 jours en présentiel et qui serait complété par la visio, enfin la formation distancielle spécifique Docteur Junior. Voilà. Et on espère, et on a quelques éléments, alors je vais peut-être vous partager quand même cette enquête, alors qui n'est pas encore finie, mais on espère avoir un vivier très important parmi les maîtres de stage actuels, mais voilà, je partage une enquête qu'on a réalisée suite aux premiers éléments d'arbitrage qui nous ont été livrés, qui est à la fois, les résultats préliminaires de cette enquête sont à la fois très enthousiasmants et un peu inquiétants. Très enthousiasmant parce que donc on a sondé les 14 000 maîtres de stage universitaires pour savoir si ils souhaitaient, sur le principe, accueillir un docteur junior. Enfin, s'ils se sentaient prêts, enfin, s'ils avaient l'intention d'accueillir un docteur junior, pardon, pas uniquement sur le principe, s'ils avaient l'intention d'accueillir un docteur junior. Et là, en même pas 10 jours d'enquête, on a déjà plus de 4000 réponses complètes. Donc sur 14 000 messages, voilà, ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui les mobilise pleinement. Et sur les 4000 réponses, on en a pas loin de 50%, 45% qui nous répondent oui. Donc on avait oui, ne sait pas et non. Et donc 45% qui nous disent oui, je souhaite accueillir un docteur junior. Donc ça veut dire quelque part qu'on en a presque 2000 déjà de sécurisés. Alors entre guillemets, hein, c'est que il signe rien en bas, c'est juste une enquête, mais c'est quand même un chiffre qui nous a
voilà, ont vraiment rendu confiants sur la possibilité de trouver tous les terrains de stage. Euh, Après, on leur a présenté l'arbitrage actuel proposé par le gouvernement sur les différents montants et la ventilation. Donc, j'y reviendrai peut-être notamment sur le volet docteur junior, mais aussi sur le volet maître de stage. Et quand on leur a présenté, on a essayé vraiment de le faire de la manière la plus factuelle pour que l'enquête soit vraiment bottom-up et que nous, on se fasse le relais auprès de l'État, bah, des retours des terrains de stage et de ne pas influencer par la manière dont on pourrait le présenter. Donc on a juste donné les chiffres bruts proposés par l'État et on leur a dit, ben, dans ces conditions, accepteriez-vous de prendre un docteur junior? Et le chiffre qui était à près de 50% a chuté à moins de 15%. Donc on est très inquiet. On est à 14, je sais plus combien, 14 et quelques pourcents. Euh, donc voilà, il y a à la fois une volonté vraiment clairement exprimée et à la fois bah, aussi on peut comprendre un équilibre économique qui voilà, qui peut pas être sacrifié pour accueillir un docteur junior. Donc, euh, pour revenir sur la question de la formation, et pour synthétiser, vous êtes déjà maître de stage, une journée en distanciel indemnisé, vous n'êtes pas maître de stage, 2 jours en présentiel, plus une journée en distanciel, et les deux formations sont indemnisées. D'accord. Merci. Si je peux juste, je vais pas monopoliser la parole, mais alors du coup, ça serait pour les maîtres de stage qui accueillent des internes. Ça serait valable aussi pour les externes, enfin pour les médecins qui accueillent les externes ou pas? Alors, pour les médecins qui accueillent des externes, on est sur un format un peu hybride, c'est-à-dire qu'ils auraient une formation présentielle plus courte, parce qu'ils sont déjà maîtres de stage, complémentaire pour 2 mois de stage interne, et après la visio pour le docteur junior. Mais pour les accueillir, donc c'est une bonne nouvelle. Ok. Hmm. Merci. Alors, il y a une question. Maëlle de Cachan, est-ce que vous voulez poser votre question sur les centres municipaux de santé et, comme a évoqué Olivier, compléter sur la rémunération? Je crois qu'il y a encore des discussions. Maëlle? Oui, bonjour. Merci pour la question. Alors, nous, effectivement, on est dans le cadre où on a un centre municipal de santé. On cherche vraiment à recruter. On a 2 postes vacants et on a les infrastructures disponibles pour accueillir un docteur junior, un maître de stage agréé. Donc, on a toutes les conditions. On ferait plutôt partie des 14% partants avec les nouvelles conditions. Mais j'aimerais comprendre ce qui a été donc convenu pour la rémunération du coup, du docteur junior en centre municipal de santé. Est-ce que c'est du salarié à l'acte? Alors, le modèle de rémunération du docteur junior, a priori, il varie pas, quel que soit son lieu d'exercice. Enfin, il varie pas. Il y a un volet qui est encore pas clarifié de la part de l'assurance maladie et de la DGOS, sur lequel je pense qu'il faut que voilà, ils affinent un tout petit peu pour préciser les choses, pour le dire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les éléments trop techniques, mais clairement, aujourd'hui, on ne sait pas bien ce qu'on fait du volet AMC, du volet en gros mutuel, quoi. Autant tout le volet Sécu, on commence à voir à peu près le circuit financier. Sur le volet mutuel, la version change régulièrement, donc je pense que ça veut dire que c'est pas stabilisé. Donc là-dessus, je peux pas vous répondre complètement. Mais pour le modèle économique macro pour les docteurs juniors, l'idée c'est qu'ils aient leur salaire euh, de docteur junior standard, comme tous les docteurs juniors de toutes les autres spécialités, auquel vient s'ajouter euh, une prime d'activité. Alors, je ne sais pas vous dire aujourd'hui si ça va être une prime ou un complément de salaire, ou enfin voilà, les modalités pratiques là-dessus, mais bref, un forfait, en tout cas un complément en fonction de leur activité. Mais ce complément en fonction de l'activité, ça ne sera pas à l'acte. Ça sera plutôt 2 niveaux de forfait. C'est-à-dire, voilà, ils voient, je sais pas moi, moins de 15 patients par jour, ils ont un forfait, enfin, il faut qu'ils voient minimum 10 patients par jour, sinon ils n'ont rien. Ils voient entre 10 et 20, je dis n'importe quoi, ils ont un forfait de X, et ils voient plus de 20 patients, ils ont un forfait de Y. Voilà. Donc ça, c'est sur le volet forfait à l'activité, et qui serait a priori le même hein, en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé, peu importe. Euh, il ne toucherait pas la prime d'autonomie des docteurs juniors hospitaliers. En gros, le forfait activité viendra à peu près compenser le forfait autonomie que les docteurs juniors ont à l'hôpital. Et ils auraient une prime assez importante pour le zonage. Donc s'ils sont en ZIP, ils auraient une prime importante pour la ZIP. Et dernier point, ils pourraient participer à la permanence des soins ambulatoires et du coup, ils seraient intéressés évidemment financièrement à leur activité de permanence des soins ambulatoires. Voilà, je ne sais pas si ça répond clairement à votre question. J'ai tout noté, merci.
Et aussi peut-être, Laurence Le Goff, est-ce que vous voulez compléter du côté CPTS pour les actions de santé publique? Est-ce que vous voulez prendre la parole et poser la Oui, question? bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Oui, donc moi je suis chargée d'accompagnement de la CPTS sur Courbevoie. Et effectivement, à Courbevoie, on a des médecins qui accueillent, enfin qui sont MSU. Est-ce que si un docteur junior intervenait dans la CPTS, alors est-ce qu'il faudrait qu'il soit encadré dans la CPTS par un MSU, enfin, ce qui doublerait un petit peu encore l'activité du maître de stage? Et dans ce cas-là, comment la CPTS pourrait le rémunérer? Est-ce que d'autre part, il y a des échanges avec la fédération des CPTS, enfin, ou en tout cas des organismes qui représentent les CPTS sur l'accueil de ces docteurs juniors par les CPTS? Alors, l'activité en CPTS, donc, elle se préfigure plutôt donc, sur la journée territoriale. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a évoqué ce point-là. Voilà. Sur cette journée territoriale, le modèle qui est plutôt préconisé, c'est qu'il y ait des conventions qui soient signées entre le maître de stage, enfin le terrain de stage, et les structures qui seraient finalement rattachées à ce terrain de stage. L'idée, ce serait presque de proposer dans la fiche de stage pour les docteurs juniors un package dans lequel voilà, vous êtes en stage chez docteur Intel, vous êtes 3 jours d'activité dans tel cabinet, telle maison de santé, tel centre de soins, tel centre de santé, et parmi les structures territoriales que vous allez pouvoir découvrir, il y aura la CPTS, la PMI, le machin, là, là, et que en fait le terrain de stage ait signé une convention avec l'ensemble de ces structures pour que le docteur junior puisse y aller, et évidemment puisse y aller sans le maître de stage, puisse y aller voilà, dans le cadre d'une convention signée par le maître de stage et la CPTS en l'occurrence, et que le docteur junior voilà, soit comment dire, accompagné le premier jour pour découvrir et la mise en lien, mais qu'après il travaille en lien avec les acteurs de la CPTS sans que le maître de stage soit nécessairement présent sur place. Le maître de stage présent sur place, c'est vraiment dans le cadre de l'activité de soins que le cadre est posé, quoi. Merci beaucoup, Olivier. Pascal d'Evry-Courcouronnes, je vois la ville, il y a Daniel et Pascal. Est-ce que, Pascal, tu peux poser ta question, enfin ta proposition euh, vis-à-vis des CLS? Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, quand on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Madame Fourcade qui parlait de ça, disant il faut qu'on arrive à changer les rapports État-collectivité. Et je me disais que les CLS, même si actuellement ils ne comportent pas de volet financier, c'est quand même des endroits de coopération, enfin État pris au sens large, ARS, préfecture, et puis d'un autre côté la CEPAM et les autres acteurs, hein, voire les autres collectivités. Ça peut être aussi un espace qui pourrait évoluer vers un sujet comme celui-ci. Voilà, en tant que coordo d'un CLS avec Daniel, voilà, qui fonctionne bien. Bonjour Pascal. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde d'ailleurs. Bonjour, Daniel. Du coup, je te demandais, Pascal, j'en profite, je te demandais par WhatsApp si on avait prévu un docteur junior justement dans notre centre municipal de Ouais. santé. J'étais tout à l'heure là justement, je me suis absentée cinq Non, mais on minutes. va pas, on en reparlera en dehors, mais c'était Oui, l'occasion. tout à fait. Par contre, ce qui effectivement gêne le médecin qui est actuellement maître de stage, c'est le système de rémunération proposé pour les centres de santé, où en fait les médecins salariés actuels, contractuels ou titulaires sont salariés sans intéressement, entre guillemets, ou sans prime à l'activité. Et ça serait compliqué d'accueillir un docteur junior qui lui aurait une prime à l'activité parce qu'on est sur deux types de, c'est ce qu'elle Ouais, me disait là, il y a 5 minutes, il y a 10 minutes là. ouais. On est sur deux types de rémunération qui sont pas cohérents, quoi. Voilà. Mais oui, oui, elle s'est déjà renseignée là-dessus et elle a bien avancé. Pardon, si je peux juste dire un Oui, mot oui, là-dessus. Olivier, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, pour échanger très régulièrement avec les présidents de fédérations, des centres de santé, les syndicats de centres de santé, voilà, j'identifie bien ce point. Euh, et en même temps, c'est effectivement complexe pour les pouvoirs publics de faire des Différent. modèles qui soient très différents voilà, en fonction des structures, mais on a dans le viseur ce point-là. Euh, mais aujourd'hui, en toute sincérité, les échanges avec
les responsables des centres de santé, ils sont plus inquiets enfin, il y a cette inquiétude, mais qui est du coup reliée au deuxième rang vis-à-vis du modèle économique qui creuserait le déficit des centres de santé voilà, pour accueillir un docteur junior, quoi. Oui, on l'a évoqué aussi avec le médecin, c'est Daniel. Hmm. Ouais, donc tout n'est pas complètement simple. Alors, il y a un gros volet aussi, Olivier, sur transport, enfin logement. Peut-être qu'on va passer la parole à Michel qui a soulevé, de la ville d'Annecy, qui a soulevé ce point. Oui, bonjour et merci de prendre ma question. Nous, Annecy, on n'est clairement pas en zone prioritaire et on avait été interpellés concernant l'attractivité des stages. Alors, il y a effectivement l'attractivité pour les maîtres de stage, la question des locaux, de la rémunération, etc. Mais il y a aussi l'attractivité pour les étudiants. Nous, on est dans une zone où le logement est quand même très cher et où il n'y a pas d'hôpital universitaire. Donc, ce qui fait que les étudiants ont tendance à ne pas venir sur cette zone-là pour leur stage parce que ça leur demande de retrouver un logement. Donc la CPTS nous avait interpellés et on avait eu une rencontre avec une personne en charge justement de la formation des jeunes médecins au sujet de est-ce que la ville peut faire quelque chose pour le logement. Mais si on n'est pas en zone prioritaire, qu'on on propose une aide pour le logement, mais que finalement le médecin ne peut pas s'installer sur place, je pense que ça va être difficile de mobiliser les collectivités territoriales à bouger. Et pour autant, on a eu des réunions sur le CLS de l'aglo justement hier, et la question de l'accès aux soins et aux médecins traitants est une vraie question aussi sur Annecy, même si on n'est pas en zone prioritaire. Oui, alors enfin, je pense que ce volet-là, sur l'accompagnement au logement notamment, c'est un point qui est, enfin, dans le cadre des auditions, a été très largement souligné par les étudiants comme un point important. Euh, et effectivement, c'est une part pour être très aidante si elle était prise par les collectivités. Et je pense que voilà, c'est un vrai sujet important. Le corollaire de ça, côté universitaire, c'est que voilà, nous a aussi été beaucoup demandé de travailler. Vous avez évoqué la ville universitaire. Donc il faut qu'on développe énormément des antennes locales universitaires pour qu'il puisse y avoir des cours qui aient lieu pas nécessairement uniquement dans la ville universitaire. Et enfin, voilà, sans entrer dans toutes les modalités pratiques d'enseignement, mais on a des groupes d'échange de pratiques entre internes. Et l'enjeu, c'est de les territorialiser aussi, et pas de demander à ce qu'ils aillent tous sur la fac pour se rencontrer à ce moment-là. Et donc là-dessus, il y a voilà, une grosse volonté de faire évoluer les choses dans le cadre de cette réforme pour que le plus d'enseignement possible puisse se faire sur les territoires et du coup les ancrer plus facilement et peut-être rendre tous les terrains de stage qui sont les plus éloignés de la fac, enfin du CHU de rattachement, euh, avec le moins de contraintes possible pour les étudiants. Donc, pareil, du côté des transports. Laure Abadie, alors, il faut que je cite quand même le pays d'où vous venez, parce que c'est quand même un très, c'est le pays. Laure, vous êtes du pays au Languedoc et vignoble. Oui, dans l'Hérault, merci de me donner la parole. Merci beaucoup, docteur Sanari, pour votre intervention et pour toutes ces explications, parce que moi, je découvre le dispositif et sur mon territoire, il y a plusieurs CPTS et on est, comme beaucoup de territoires, très marqués par les problématiques de démographie médicale. Donc, on travaille aussi dans le cadre du contrat local de santé et quand vous parliez du coup de la sollicitation qu'il pourrait y avoir auprès des collectivités, vous parliez aussi que vous aviez identifié le modèle économique et un peu estimé les coûts. Et est-ce que ce coût-là qui serait demandé aux collectivités, vous avez une fourchette un peu pour avoir une idée de ce que ça pourrait représenter? Ou est-ce que c'est des données qui sont trop variables parce que ça dépend certainement aussi de chaque cabinet et des frais afférents? Mais voilà, Ouais. naïvement, je posais la question. Oui, non, non, mais enfin, il y a aucun tabou sur les chiffres là-dessus, hein, vous avez raison. Alors, ce qu'on peut vous donner comme chiffre là-dessus, c'est que nous, on a demandé aux AGA, vous savez, les associations de gestion agréées des professions libéraux, quel était le coût moyen
de mise à disposition d'un local équipé, logicialisé, enfin voilà, frais de structure, frais de fonctionnement. La GAPL nous a fait un retour sur 10 000 médecins, autour de 2 400 € en moyenne par mois de coûts de fonctionnement. Et pour vous dire les choses en toute transparence, l'arbitrage qui est actuellement proposé par le ministère de la Santé, c'est 1 200 € par mois, donc la moitié. Donc voilà, il y a un delta de 1 200 € à trouver. Donc la proposition du ministère, c'est que ce delta il se compense en grande partie dans les ZIP, parce qu'il y a une prime de 800 € par mois qui est proposée pour les médecins en ZIP, donc qui permet de se rapprocher vraiment de l'équilibre. Euh, Après, ce sur quoi on n'est pas tout à fait en accord, c'est que en fait, il y a une prime d'encadrement pédagogique qui est ajoutée à la prime structure, enfin, au forfait structure. Et le forfait encadrement pédagogique, il est de 600 € par mois. Et dans le discours du ministère, bah, il doit venir compenser les charges. Voilà. Alors, autant vous dire que les médecins, quand vous leur dites que finalement c'est le temps qu'ils vont passer pour encadrer les étudiants qui va permettre de leur payer le local et le secrétariat, ils ne le perçoivent pas exactement comme ça. Et enfin, il peut y avoir une prime permanence des soins. Donc, si le médecin se rend disponible le soir, la nuit, pour encadrer le docteur junior qui peut l'appeler à tout moment quand il est en permanence des soins, il aura un forfait de 400 € par mois pour accepter de se rendre disponible pour la permanence des soins. Et donc, le discours du ministère, c'est que bah, finalement, tout ça mis bout à bout, on arrive à 3 000 € et que finalement, bah, 2 400 €, ça tient dans les 3 000 €. Sauf que bah, voilà, ça tient pour 35% des médecins qui sont en ZIP et qui vont faire de la permanence des soins et effectivement qui s'engagent dans l'enseignement. Et bon, voilà, c'est là où la divergence existe. Donc enfin, le delta identifié par la majorité des médecins, globalement, c'est... Alors après, je pense que 2400, le chiffre fixé par l'AGA, enfin les AGA, il est probablement ajustable pour les maîtres de stage, notamment parce que la question des visites a été soulevée. Il y a probablement un peu de gain à trouver à ce niveau-là. Il y a probablement plus de mutualisation possible avec un docteur junior que avec un collaborateur ou un associé. Il y a certainement une partie des charges qui peut plus facilement être mutualisée. Donc, enfin, nous, on a sondé hein, les 4000 médecins qui nous ont répondu pour leur demander voilà, quel niveau les choses vous sembleraient acceptables. Et en fait, ils se mettent quand même un peu en dessous du niveau proposé par les AGA et ils se mettent un petit peu juste en dessous de 2 000 € par mois. Donc, je pense qu'il y a une sorte de barre psychologique autour des 2 000 € comme coût de fonctionnement voilà, qui n'est pas atteint dans le modèle actuel et sur lequel peut-être qu'il y aura besoin effectivement d'accompagnement. Euh, voilà, ça fait un delta de l'ordre de 800 € qui est pour l'instant pas comblé. Gilbert, tu avais une question. Oui, alors mon interrogation, professeur, c'est que en fait, la carte d'installation de ces jeunes médecins, elle est étroitement liée à celle des MSU. Or, aujourd'hui, il y a quand même une hétérogénéité d'installation des MSU. Donc, est-ce que ça va aider à la résorption des déserts médicaux? Alors, il y a deux éléments de réponse là-dessus. Je vous remercie beaucoup de cette question. Le premier élément de réponse, c'est que la répartition des MSU, euh, elle est en fait euh, en moyenne encore plus territorialisée que les médecins non MSU. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils sont plus installés en zone sous-dense que les médecins non MSU. Mais effectivement, vous avez raison, vu que c'est un quart de la population des médecins, ils ne couvrent pas l'ensemble du territoire, mais par contre, ils sont vraiment répartis de manière très homogène dans l'ensemble des territoires. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous partager. On avait mis, dans le cadre du premier rapport, on avait établi une cartographie interactive sur laquelle vous avez la carte de France avec tous les petits points bleus là, qui représentent des MSU, et vous verrez qu'ils sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire. Mais vous avez raison, il y a des zones non couvertes par des MSU. Et donc, une proposition qu'on avait fait dans le cadre du rapport, c'était d'ouvrir un nouveau statut, qui était un statut de médecin accueillant, qui n'était pas nécessairement MSU, voilà, qui avait bon, pas souhaité faire de formation pédagogique, voilà, mais qui acceptait de mettre à disposition le local et qui acceptait d'être présent les jours où le docteur junior consultait pour bah, juste le sécuriser en cas de besoin. Euh, pour l'instant, c'est pas
complètement clair si cette proposition est retenue ou pas sur le médecin accueillant. Donc, le mot n'a jamais été évoqué lors des dernières réunions au ministère, donc j'ai tendance à penser que c'est pas un point qui a été retenu. Donc ça veut dire que l'autre option, si cette option n'est pas retenue, ben, c'est d'encourager les médecins non MSU à le devenir. Alors je sais que beaucoup, pour avoir convaincu à titre personnel il y a quelques années, beaucoup de médecins qui n'étaient pas MSU de le devenir, euh, beaucoup ont une représentation d'un frein immense à devoir libérer 2 jours de leur emploi du temps pour faire cette formation. En réalité, une fois qu'ils franchissent le cap de s'inscrire à la formation, bon, 2 jours de formation pour avoir un collègue voilà, qui va travailler avec vous, c'est pas grand-chose, voilà, et aucun ne le regrette. Mais effectivement, ben, il faut continuer à encourager le fait que si le statut de médecin accueillant ne voit pas le jour, et il faut continuer à encourager le fait que des médecins qui ne sont pas MSU puissent le devenir et essayer de faciliter voilà, tout ce qui peut l'être pour qu'ils le deviennent, tout en gardant quand même ben, un contenu et une qualité de formation voilà, qui permettent que l'encadrement pédagogique derrière soit satisfaisant. Ce rôle d'incitation à devenir MSU, vous le voyez au travers quoi? Les CPTS, les URPS, comment vous le voyez? Alors, beaucoup autour des départements universitaires de médecine générale, parce que c'est eux qui sont en responsabilité de gérer les maîtres de stage universitaires. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives assez vertueuses où euh, le financeur peut varier. Ça peut être assez souvent l'ARS, par exemple, qui finance un chargé de mission au sein de l'université ou du collège ou d'une association associée à l'université, peu importe les modalités. Un chargé de mission dont le job est concrètement de faire des coups de fil euh, toute la journée pour contacter les médecins. Et bon, les médecins, ils répondent pas très souvent, mais quand ils répondent et qu'on arrive à les avoir au téléphone, bah, voilà, leur présenter très rapidement en quoi consiste la formation, le job et les modalités concrètes. Euh, voilà, ces postes, lorsqu'ils sont financés, en général, ils sont très utiles. Après, il y a aussi d'autres modèles. Il y a des CPTS qui s'y impliquent pleinement, il y a des URPS qui s'y impliquent également. Alors, l'expérience en Île-de-France, en lien avec l'URPS, enfin, l'URPS a été très active. Je ne sais pas s'il y a des membres de l'URPS qui sont présents, mais voilà, je tiens à les remercier. Après, c'est vrai que le taux de conversion entre les coups de fil passés, les débuts d'accord de principe et le fait de devenir vraiment maître de stage, bon, il y a une marge de progression. On a l'impression que ce taux de conversion il est plus élevé quand le coup de fil initial vient plutôt de l'université, qui est peut-être plus à même de présenter d'emblée les choses de manière plus, voilà, plus précise. Mais après, moi, je pense que l'intervention doit être multifacette, hein. C'est-à-dire, si les URPS y participent, que les CPTS aussi, que l'université aussi, bah, chacun va toucher des acteurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes et l'enjeu, c'est de toucher le plus d'acteurs possible. Sans oublier Merci. les élus qui peuvent Oui, aussi. bien sûr. Bien Non, non, sûr. mais voilà, mais tout à fait. Est-ce que d'ailleurs les départements de médecine générale des universités vont pouvoir, s'il y avait beaucoup de demandes de formation, c'est complètement gérable aujourd'hui sur l'année 2025? En tout cas, c'est une demande qui a été faite clairement que ça soit priorisé. Euh, et encore une fois, jusqu'à il y a 15 jours, tout le monde était aligné pour dire que, il fallait le prioriser et que ça serait priorisé. Bon, là, on est dans une petite période de flottement, mais j'espère que ça va se restabiliser. Je vois qu'il y a encore des questions. Alexandra, est-ce que tu veux poser ta question? Peut-être c'est comme tu avais aussi un commentaire, une question sur les cartes des MSU. Oui, mais je pense que, en fait, merci Véronique. Non, non, je me demandais justement dans le cadre de la mobilisation générale là, pour trouver des maîtres de stage et motiver les élus et les futurs maires qui vont être élus en 2026. Je me demandais si les cartes des MSU et les cartes enfin voilà, étaient disponibles à un niveau départemental, infradépartemental, voire communal. Euh, et puis peut-être aussi l'aspect communication sur le dispositif des docteurs juniors, parce qu'en fait, je pense pas que beaucoup d'élus soient très au fait de l'intérêt de ce dispositif. Tout ce que vous avez expliqué en introduction sur l'impact que ça a sur l'installation future des médecins dans leur territoire, donc peut-être que ça mériterait un travail de communication qui a peut-être déjà été envisagé, j'imagine, par l'AMF, et je me demandais si éventuellement notre association
ESPT pouvaient être partenaires de ce type de travail, parce que là, on est vraiment dans nos missions, c'est-à-dire faire connaître des dispositifs de santé publique et faire en sorte que les maires s'en saisissent, ou même les collectivités autres, hein, départements, régions, enfin, voilà, donc peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus accessible sur le plan finalement intérêt général, quoi, plus que rester dans un domaine purement universitaire, soins, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, faire quelque chose d'un peu plus communication grand public, quoi. Ouais. Euh, oui, oui, enfin, alors, je sais pas, je suis pas expert de la com, mais voilà, si le collège peut vous aider à produire un document, enfin, on le fera avec plaisir, hein, bien sûr. Enfin, on peut y réfléchir ensemble enfin, après, je pense que c'est aussi au niveau de SPT, il faut, voilà, enfin, dites-nous comment on peut vous aider, et puis évidemment, prêt à enfin, à discuter autour de ça. Et je suis désolé, pardon, il y avait un premier volet à votre remarque, mais du coup, je suis resté bloqué sur la Non, fin. ma remarque, pardon, c'était sur les cartes des Ah oui, MSU, pardon. c'est à Euh, l'accessibilité aux données. Pardon. oui. Bah, écoutez, moi, je peux éventuellement peut-être transférer le lien à Véronique du premier rapport. Dans le cas du premier rapport, il y a un lien, je pense qu'il est toujours cliquable, enfin, j'espère qu'il est toujours actif, sur lequel il y avait une cartographie, mais qui date maintenant d'il y a 2 ans, mais sur lequel vous pouvez zoomer autant que vous voulez et aller à une échelle assez précise. Euh, et, euh, et actuellement, on travaille avec Atlas Santé et la DGOS à une cartographie quelque part officielle qui serait labellisée par le ministère de la Santé. Euh, il y a encore un peu de travail. Voilà. Il y a encore un peu de travail parce que disons que nous, on a une enquête Collège national, euh, mais qu'on confronte aux données des ARS qui sont censés avoir aussi la liste des maîtres de stage pour les agréments. Euh, voilà, de part et d'autre, il y a des petits ajustements à faire. Les ARS notamment doivent vraiment mettre à jour bah, les départs de maîtres de stage pour retraite, je sais pas, arrêt pour des raisons de santé ou Ah, ce qu'on veut. exact. Les nouveaux maîtres de stage, enfin, voilà, les tableaux sont pas forcément totalement à jour. Donc on y travaille, mais euh, enfin, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant que compte tenu de la dynamique actuelle, avant que les cartographies soient vraiment pleinement disponibles. Mais voilà, j'espère qu'on va y arriver dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, Olivier. Il était évoqué, d'ailleurs, dans le rapport, Olivier, il me semble que c'est dans ce rapport-là, celui de 2023, il y avait une charte d'accueil des étudiants en santé, d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il est prévu, enfin, quand on en sera là, c'est qu'on aura vraiment passé beaucoup d'étapes, mais est-ce qu'on a en perspective qu'elle soit actualisée, justement, avec l'arrivée des docteurs juniors du côté des internes de médecine générale? Ça, c'était une première question sur les logements. Ce qui était évoqué également, est-ce que c'est toujours dans les discussions, que les internats puissent aussi servir aux docteurs juniors dans un certain nombre de territoires? Et puis, bien sûr, enfin, la demande, pardon, qui tue, entre guillemets, compte tenu des débats et des arbitrages surtout qui ne sont pas encore faits. On peut penser que les décrets devraient être publiés quand même avant l'été, comme l'a indiqué le ministre. On est sur plutôt fin juin, enfin plutôt sur des dates, enfin, un calendrier assez tardif quand même. Alors, sur la dernière question, je peux absolument pas vous répondre voilà, parce que le ministre est dans une sorte de double injonction compliquée à faire coïncider. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'est engagé sur un calendrier, et en même temps, je pense qu'il a conscience que voilà, s'il annonce, enfin, s'il publie les choses en l'état, ça va entraîner la crispation, quoi. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, enfin, je pense très sincèrement hein, que la santé est soutenante là-dessus, mais voilà, mais qu'au niveau de Bercy et de Matignon, les arbitrages ne sont pas ceux-là et qu'ils sont en difficulté. Euh, et donc sur le calendrier, voilà, effectivement, il s'est engagé. J'espère qu'il aura l'opportunité de faire évoluer un peu les textes avant de les publier. On va voir. Et
Sur la question des internats, je vous rejoins complètement. C'est vrai que les internats sont classiquement quand même plutôt réservés aux internes qui sont en stage hospitalier. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir vraiment les ouvrir à l'ensemble des internes, notamment en stage ambulatoire et notamment les docteurs juniors ambulatoires. Mais là, pour l'instant, c'est pareil, on n'a pas de retour très concret pour pouvoir confirmer ça. Et vous aviez évoqué un premier point qui était, je suis désolé, La charte d'accueil. ah oui, pardon, c'est Oui. l'hypoglycémie qui me fait oublier Bon, à bon, mes bah, yeux. La charte d'accueil, euh, effectivement, elle existe, elle est co-signée donc, par le Collège national des généralistes enseignants, par la conférence des doyens et par le principal syndicat d'interne. Voilà. Et effectivement, elle a vocation à évoluer avec cette phase de consolidation et ces docteurs juniors, ne serait-ce que parce elle évoque un niveau minimum et maximal de nombre de consultations pour pouvoir avoir une pratique de qualité et permettre un encadrement pédagogique. Et donc, bah, voilà, il faut définir ce minimum et ce maximum pour les docteurs juniors. Et puis, il y a quelques éléments de spécificité qui seront à préciser. Euh, voilà, cette charte, elle n'a pas de valeur réglementaire, mais elle nous permet, par exemple, de poser un cadre sur des médecins, par exemple, qui ne sont pas conventionnés et qui souhaiteraient être maîtres de stage. La charte enfin, recommande que ce ne soit pas possible parce que les médecins non conventionnés, bah, enfin, bref, vous connaissez par cœur que le fait ils se mettent quand même un petit peu en dehors du système de solidarité nationale. Et donc, ce n'est pas le modèle qu'on souhaite promouvoir pour les futurs médecins. Et bon, ça donne lieu à quelques échanges un peu virulents avec les représentants des médecins non conventionnés, mais pour autant, voilà, la charte permet d'aider un peu à poser un cadre, et même s'il n'y a que valeur d'une charte, voilà. Très bien. Je vois qu'il y a encore une question. Christelle, on fait la dernière question parce que Olivier a souligné quand même son hypoglycémie, surtout qu'il prend Non, sur non, son... ça, je vais tenir. T'inquiète pas. Une dernière question, Christelle? Ah, On on vous s'entend entend. pas. Ah, vous m'entendez maintenant? Très bien. Oui. Alors, la dernière question, c'est dans le contexte général de la rémunération à la fois des stagiaires médecins et de cette future année, j'ai toujours été interpellée du manque de cohérence qu'on avait avec le système de l'alternance qu'on pouvait trouver dans d'autres formations universitaires en master, qui permet aux étudiants d'avoir des APL pour le logement et de la sorte pouvoir se loger de par leurs propres moyens, trouver un logement à louer et que ça leur coûte peu cher. Et je me demandais pourquoi les élèves en médecine n'avaient pas cette même possibilité de rémunération, que ce soit dans les cabinets là pour la quatrième année de médecine ou que ce soit avec les hôpitaux quand ils sont en stage ou les cliniques privées tout au long de leur formation, à partir d'un certain niveau. Hein, mais mon fils qui est alternant et qui a des amis élèves en médecine, il me dit, mais c'est incroyable. Ils font un boulot dingue et ils sont pas rémunérés comme moi dans mon alternance et je trouve ça incroyable. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais simplement pour vous dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir concernant les élèves en médecine et leur rémunération. Alors, très certainement, et je vous rejoins sur le fait que voilà, le niveau moyen de rémunération d'un interne, compte tenu du temps de travail et de son implication, et de sa niveau de responsabilité. Bon, en tout cas, nous, dans le rapport, on a vraiment poussé pour que, effectivement, la rémunération des docteurs juniors soit revue à la hausse, parce qu'il nous semble que voilà, c'est juste par rapport à leur application. Mais après, sur pourquoi c'est pas alternant, je suis absolument désolé c'est pas comme dans l'alternance de conclure mon intervention sur un je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous répondre plus que ça. Et Mm. voilà, du coup, ce sera ma dernière réponse. C'est un peu décevant. Je suis désolé. Ouais, vous avez tellement apporté d'éclairage avec beaucoup de précision, de pédagogie, de vision, que c'était un vrai plaisir. Je vous avais pas prévenu, Olivier, qu'on allait enregistrer, donc si vous voulez quand même réécouter le webinaire avant qu'on le diffuse, vous me direz.
Je vous poserai la question par écrit. En tous les cas, un grand merci à toutes et à tous. Et puis, donc, on se retrouve en juin où nous aurons 2 webinaires ESPT. Donc, ça sera un mois riche. Voilà. Un grand merci, Olivier, encore une fois. Et puis, très bon après-midi à tous. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci, très bonne journée. Merci Véronique, merci Au Olivier, à revoir, merci à bientôt. tous. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Merci, au revoir. Au revoir.